Plaisir d'accueillir M. Patrick Lefat, vice-président du CPO, accompagné de M. Christophe Strassel, secrétaire général du CPO, et des magistrats qui ont présenté ce rapport. Votre travail complète celui présenté il y a 2 semaines par la Cour des comptes sur le financement des collectivités territoriales, dont vous reprenez d'ailleurs certaines propositions. C'est peu dire que le sujet du ZAN est un sujet d'actualité qui soulève de très grandes interrogations dans les collectivités locales. Vos travaux susciteront, j'en suis sûr, un très grand intérêt dans cette Assemblée et je vous remercie de nous présenter vos conclusions avant que nous examinions la première partie de la loi de finances. Cette commande faisait suite à un rapport remis par notre collègue Jean-Baptiste Blanc en juin dernier sur les outils financiers du ZAN. Vos travaux intéresseront également la mission conjointe sur le ZAN, dont fait partie notre commission et qui est présidée par Valérie Létard, dont je salue bien sûr la présence parmi nous, ainsi que celle de Dominique Estrosi-Sassone, qui nous rejoindra peut-être, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je rappelle à chacun que cette audition est ouverte à la presse et retransmise sur le site internet du Sénat. Je vous laisse la parole, Président Lefat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, je dois d'abord vous prier d'excuser l'absence du Premier Président, président du Conseil des prélèvements obligatoires qui était retenu ce matin. Vous aviez eu l'occasion de l'entendre le 12 octobre dernier en sa qualité de Premier Président de la Cour des comptes pour la présentation des scénarios de financement des collectivités locales. Vous venez de le rappeler, Monsieur le Président. Et il avait pu mesurer lors de cette audition le vif intérêt que soulève au sein de votre commission le sujet du zéro artificialisation nette des sols, le ZAN, qui nous réunit aujourd'hui. Je suis venu ce matin, comme vous l'avez rappelé, avec Christophe Strassel, conseiller maître, secrétaire général du CPO, ainsi que les rapporteurs, enfin deux des 3 rapporteurs, Madame Claire Falzon, conseillère référendaire en service extraordinaire, et Monsieur David Carmier, conseiller référendaire. J'ai grand plaisir à vous présenter aujourd'hui les conclusions de l'étude que vous avez commandée au CPO. Il y a plusieurs raisons à cela. La première réside dans le caractère novateur de la procédure par laquelle vous avez bien voulu saisir le CPO. Il s'agit, vous venez de le rappeler, de la première utilisation de l'article L. 331-3 du Code des juridictions financières, qui prévoit que le CPO peut être saisi pour avis en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'imposition de toute nature ou de cotisation sociale. Les résultats de ces études et avis sont rendus publics. Cette disposition, qui a été introduite par la loi du 6 décembre 2021, est une nouvelle compétence doublement ambitieuse. Par sa portée sur la formulation des politiques publiques d'abord, puisqu'elle permet au CPO d'intervenir en amont des décisions de politique fiscale et de prélèvements sociaux afin de les éclairer, et plus seulement, comme c'était le cas jusqu'à présent, en aval de ces décisions pour faire des évaluations et recommander des correctifs. Là, nous sommes bien dans le timing de votre examen du PLF et dans la partie recettes. La deuxième ambition, c'est en fait les délais de réalisation des rapports concernés. Même si la loi n'impose rien en termes de délai, à la différence par exemple du 58.2 qui prévoit 8 mois, nous avons souhaité pouvoir nous mettre en situation de répondre à cette saisine dans un délai de 3 mois. Ça fait, compte tenu du mois d'août, ça fait même sensiblement moins, afin d'inscrire les réflexions du CPO dans le temps de la décision politique, c'est-à-dire en l'occurrence celle de l'examen du PLF par votre Haute Assemblée. Nous espérons, à l'occasion de ce premier rapport, attester de l'intérêt de cette procédure pour éclairer les choix politiques en matière de prélèvements obligatoires. La deuxième raison pour laquelle je me réjouis d'être devant vous ce matin vient de ce que le sujet sur lequel vous avez sollicité l'expertise du CPO concerne l'environnement. Dans les années qui viennent, les prélèvements obligatoires seront mobilisés de plus en plus souvent pour faire face aux enjeux liés à la transition énergétique et climatique,
dans ce domaine complexe de la fiscalité environnementale, presque tabou depuis la crise des Gilets jaunes et le quasi-abandon de la taxe carbone, le CPO souhaite contribuer à la définition d'une stratégie qui permette un infléchissement effectif des comportements, ce qui suppose que les instruments mis en œuvre soient à la fois pertinents sur le plan technique, mais aussi acceptables pour nos concitoyens et nos entreprises. Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui porte sur la fiscalité locale dans la perspective du ZAN, avec ces deux jalons que vous connaissez bien. De 2021 à 2031, le rythme d'artificialisation des espaces naturels agricoles et forestiers, dit ENAF, doit être divisé par 2 par rapport au rythme de la consommation réelle de ces espaces observés sur les 10 années précédentes. On pourra revenir éventuellement sur la quantification de cet effort. D'ici 2050, la France doit atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Vous nous avez fait parvenir la commande de votre commission par votre lettre du 8 juin dernier, Monsieur le Président. Comme je l'indiquais précédemment, nous avons souhaité pouvoir nous fixer dans votre calendrier. Pendant cette période, une cinquantaine d'entretiens ont pu être réalisés par l'équipe des rapporteurs auprès des différentes parties prenantes, les administrations, les collectivités territoriales, organisations professionnelles, entreprises. Ces entretiens ont été décisifs pour nous permettre de faire progresser notre réflexion, puisqu'il n'existe aujourd'hui que très peu de littérature administrative et académique, et j'insisterai beaucoup sur cet aspect-là, académique, sur le ZAN, qui reste encore un sujet très neuf, y compris d'ailleurs, il faut le dire, dans les autres pays européens, puisque la littérature académique n'est pas plus présente chez nos partenaires européens. Nous avons souhaité rester au plus près de vos préoccupations en organisant plusieurs temps d'échange avec votre rapporteur général et monsieur le sénateur Blanc, que je remercie pour leur disponibilité. Les réponses attendues du CPO portaient essentiellement sur 2 questions. La première, c'est est-ce que l'objectif ZAN va modifier les équilibres financiers des collectivités territoriales et des groupements, et si oui, quels ajustements peuvent être envisagés? Deuxième question, la fiscalité locale peut-elle envoyer un signal prix aux acteurs économiques pour faciliter l'atteinte de l'objectif ZAN, et si oui, quelles modifications doivent être apportées? Nos réponses à ces 2 questions sont séquencées dans le temps et distinguent les mesures qui peuvent être envisagées à court terme et celles qui concernent des évolutions à moyen et long terme. En termes de périmètre, notre étude a porté sur les prélèvements fiscaux locaux les plus susceptibles de jouer un rôle, de notre point de vue, dans les comportements d'artificialisation des sols, les taxes foncières, bien sûr, bâties et non bâties, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'aménagement, les droits de mutation à titre onéreux, la taxe d'habitation sur les logements vacants, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les friches commerciales et les taxes spéciales d'équipement. Ce périmètre représenterait en 2021, et vous l'avez sur le tableau, quelques 65 milliards de recettes, soit un peu plus du tiers de l'ensemble des impositions de toute nature affectées aux collectivités locales ou collectées par elles. Nous avons exclu la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, parce qu'un rapport d'information de la Commission des affaires économiques du Sénat avait fait un tour très complet du sujet en liaison avec les parties prenantes. Partant de ce périmètre de prélèvement, notre réflexion a abouti à 3 messages principaux. Le premier est que la fiscalité locale n'est pas responsable à titre principal de l'artificialisation, mais peut devenir un outil plus efficace au service de l'objectif ZAN. Deuxièmement, un changement de paradigme pour adapter la fiscalité locale au ZAN est souhaitable. Troisièmement, des travaux complémentaires sont nécessaires avant de conférer un rôle plus important à la fiscalité locale dans la mise en œuvre du ZAN. S'agissant tout d'abord du premier constat, il nous semble important de souligner avec force que la fiscalité locale telle qu'elle se présente aujourd'hui est un déterminant très marginal dans les décisions qui conduisent à artificialiser les sols. Un rapport conjoint de l'INRA et de l'IFSTAR, qui constitue la principale analyse fiable à cet égard, aboutit sans ambiguïté à cette conclusion. Il montre notamment
que le poids économique de la fiscalité locale, qui représente par exemple 5% des charges dans une opération immobilière, ne peut avoir pour effet d'influencer de manière significative les décisions d'artificialisation. À l'inverse, la fiscalité locale n'incite pas davantage à lutter contre l'artificialisation des sols. Il n'y a en effet dans notre panoplie fiscale aucun instrument qui aurait pour effet d'inciter à la renaturalisation des sols ou encore à la conservation en l'état d'une parcelle non artificialisée. De ces premiers constats, le CPO tire une première série de recommandations tendant à mettre en œuvre des dispositifs fiscaux ciblés favorables à l'objectif ZAN. Les deux premières recommandations sont les suivantes. D'abord, supprimer le critère du nombre d'habitants, qui est fixé actuellement à 50 000, pour la taxe sur les logements vacants, tout en conservant le critère de tension sur le marché immobilier. La suppression du critère du nombre d'habitants est également proposée pour la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. En deuxième lieu, il est proposé de fusionner les deux taxes sur les logements vacants en une taxe unique qui serait transformée en impôt local. Une troisième recommandation vise à mieux sensibiliser les collectivités locales aux outils existants pour lutter contre l'artificialisation. Ces outils restant souvent d'ailleurs mal connus et en définitive peu utilisés lorsqu'ils existent. Pour cela, il est proposé d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées municipales et communautaires, dans le cadre du rapport triennal sur l'artificialisation des sols, un débat portant sur le recours aux instruments fiscaux concourant à l'objectif ZAN. Une quatrième recommandation porte sur les exonérations et abattements appliqués à la fiscalité locale qui devraient être mis en cohérence avec l'objectif ZAN en étant réservés aux opérations non artificialisantes. Plus précisément, le CPO recommande de réserver les exonérations de taxes locales aux opérations sur zones déjà artificialisées, en particulier les opérations de recyclage urbain. Toutes les mesures qui viennent d'être énumérées présentent comme caractéristique de pouvoir être mises en œuvre, selon notre appréciation, rapidement. Dans un deuxième temps de notre réflexion, nous nous sommes attachés à proposer des orientations à plus long terme. C'était évidemment le sens de votre commande. La logique générale de ces recommandations est de taxer pour les mutualiser les rentes qui seront engendrées par un foncier devenu plus rare. Ainsi, du fait de la mise en œuvre de l'objectif ZAN, le prix des terrains nus devenus constructibles risque d'augmenter dans des proportions importantes. C'est pourquoi le CPO propose d'augmenter le taux de la taxe sur les plus-values de cession de terrains nus rendus constructibles et d'envisager la suppression de la clause dite des 18 ans, au-delà de laquelle ces plus-values sont aujourd'hui exonérées. Le CPO a par ailleurs considéré que le ZAN allait entraîner des différences importantes dans la dynamique des recettes foncières des collectivités locales. En effet, ce sont non seulement les taxes foncières qui vont évoluer différemment en fonction de la répartition des espaces constructibles sur le territoire, mais aussi la dotation globale de fonctionnement, qui est aujourd'hui directement corrélée au développement des communes. Comme vous le savez, pour les communes éligibles, environ 4 200 en 2021, la DGF est déterminée en fonction du potentiel financier, de l'effort fiscal de la population d'autre part, et du classement en zone de revitalisation rurale, lequel majore de 30% l'attribution perçue. En conséquence, le CPO attire dès à présent l'attention sur la nécessité d'intégrer les effets du ZAN dans les mécanismes de solidarité horizontaux et verticaux à destination des collectivités et de leurs groupements. Dans le même esprit, le CPO recommande d'intégrer les conséquences du ZAN dans la réflexion en cours sur la refonte du système de financement des collectivités locales. Ainsi, il est proposé d'envisager l'affectation des droits de mutation à titre onéreux au bloc communal, comme la Cour l'a proposé dans le rapport qui vous a été présenté il y a 15 jours, et d'étudier la pertinence des taux variables de DMTO en fonction du caractère
artificialisant des opérations immobilières. Il est proposé également d'intégrer les conséquences du ZAN dans les projections réalisées pour la réforme des bases locatives cadastrales et d'envisager des mesures de correction ou de compensation si les résultats vont dans un sens contraire à l'objectif. Voilà pour le deuxième temps de notre réflexion. Dans un troisième temps, nous avons exploré les sujets sur lesquels il nous semblait que des travaux complémentaires étaient nécessaires avant de pouvoir donner un rôle plus important à la fiscalité locale dans la mise en œuvre du ZAN. En premier lieu, un chiffrage des impacts financiers du ZAN pour l'ensemble des parties prenantes, collectivités, États, entreprises, ménages, reste à réaliser. Pour le moment, on dispose d'une seule étude qui a été financée par la Fédération nationale des travaux publics, par le cabinet et réalisée par le cabinet Carbone 4, qui chiffre le coût de réhabilitation des friches commerciales dans une fourchette quand même très large, comprise entre 77 et 106 milliards d'euros. C'est intéressant, mais évidemment beaucoup trop partiel. C'est pourquoi le CPO insiste sur la nécessité de ce travail de chiffrage qui devrait être confié aux administrations compétentes qui seraient également chargées d'identifier les pistes de financement de ces coûts. Par ailleurs, en l'absence d'un tel chiffrage, le CPO a considéré que toute réflexion sur une taxe ZAN serait très prématurée. En revanche, il recommande d'étudier l'extension de la couverture géographique des établissements fonciers à l'ensemble du territoire national. Cela concerne 2 régions encore qui n'en ont pas, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire, ainsi que celle de la taxe spéciale d'équipement affectée à leur financement. Enfin, le CPO recommande d'étudier la pertinence d'un système de bonus-malus dans le calcul de la taxe d'aménagement pour favoriser les opérations de dépollution ou de réaménagement et taxer davantage les opérations artificialisantes. Le chemin qui reste à parcourir pour mettre en cohérence la fiscalité locale et l'objectif ZAN est donc encore long. Le CPO ne prétendait pas, dans le délai qui lui était imparti, traiter l'ensemble des conséquences du sujet, qui suppose un important travail de documentation, notamment en matière d'analyse économique et économétrique, de la part des administrations compétentes et des chercheurs, avec l'aide des secteurs économiques les plus directement concernés, qui doivent s'emparer du sujet. Le CPO reste à la disposition du Sénat, bien sûr, pour approfondir tel ou tel aspect du présent rapport. Il ne s'interdit pas, pour sa part, d'y revenir de sa propre initiative dans un proche avenir, tant les enjeux qui sous-tendent cette question sont importants et encore largement inexplorés malgré l'urgence climatique. Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition avec le secrétaire général du CPO et les rapporteurs pour répondre à vos questions. Merci, merci Monsieur le Président. Merci pour ce travail et merci pour la qualité de la restitution, comme d'habitude, à la fois complète et synthétique. Je vais donner la parole donc à Jean-Baptiste Blanc, tout d'abord notre rapporteur spécial. Merci Monsieur le Président. Valérie Létard ensuite peut-être oui. Ah, voilà, au titre de la mission, parce qu'effectivement c'est un travail conjoint que nous menons et qui nous mobilise fortement. Alors déjà, Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour réagir à cette présentation importante pour cette commission des finances sur ce sujet du ZAN qui nous préoccupe absolument tous. Vous avez accepté, Monsieur le Président, derrière le rapporteur général, de saisir le CPO sur ce sujet et j'en profite pour vous remercier de nouveau. Ce travail avec le CPO a été de très grande qualité, ça permet de vous le dire, Monsieur le Président, et de vous en remercier aussi. On s'est vu à de nombreuses reprises, on a échangé souvent et c'est très heureux parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas de littérature sur le sujet, tout est à construire et c'est ce que nous essayons de faire ici au Sénat, d'où d'ailleurs cette mission conjointe de contrôle donc présidée par Valérie Létard qui se tient en ce moment, enfin qui tient ses travaux en ce moment, qui va rendre sa copie aussi dans les prochaines semaines. Et croyez bien que ce volet-là, qui est le vote du CPO, est très attendu aussi. Ce rapport sera joint au nôtre, puisque en marge de tous nos sujets ZAN qui inquiètent ou interrogent absolument tous les élus locaux de tous bords, de tout territoire,
Il y a évidemment en toile de fond le modèle économique du ZAN, son financement et les perspectives d'une nouvelle fiscalité locale éventuellement. Alors en effet, vous ne pouviez pas proposer un grand soir de la fiscalité locale en 2 mois, mais force est de constater, et je vous en remercie, que vous proposez de très nombreuses pistes tout de suite à utiliser sur ce sujet. D'ailleurs, vous le signalez d'emblée dans ce rapport, il y a déjà des taxes existantes dont s'emparent assez peu les élus locaux, et c'est assez étonnant. Peut-être qu'il pourrait y avoir une démarche en ce sens. Vous proposez d'ailleurs de faire des conférences sur le sujet, enfin des réunions bilan. D'ailleurs, il y a un bilan de consommation du foncier à faire tous les 3 ans. Peut-être qu'on pourrait y adosser ça. Mais enfin, en tout cas, nos élus locaux s'emparent assez peu d'outils existants. Et c'est dommage, puisqu'on est tous d'accord peut-être sur le fait que désormais, il faut fiscaliser ce sujet, trouver un rendement fiscal, en tout cas récompenser la vertu. Enfin, je vais venir sur ce point après, parce que nous sommes à un moment important de notre histoire de la fiscalité locale, me semble-t-il, au moment où elle disparaît, peut-être qu'elle peut être repensée. Mais bon, je disais, voilà, il y a ce qui peut être utilisé tout de suite, il y a ce qui peut être toiletté tout de suite, et vous proposez de très nombreuses pistes aussi. Si j'ai 30 secondes aussi, on en évoquera 1 ou 2 exemples sur le sujet. Et vous proposez aussi pistes très intéressantes, plus prospectives sur la suite de l'histoire. Faut-il un impôt ZAN, faut-il une taxe ZAN? Peut-être qu'il va falloir cheminer vers ça, alors sans en créer de nouveaux, d'impôts ou de taxes, chacun partage ça, ce qui nous semble-t-il en tout cas, il y a un système fiscal qui est peut-être trop important et qu'il faut stabiliser, mais on peut peut-être toiletter des assiettes. Et puis, vous évoquez aussi le sujet tout aussi important de la redistribution, parce qu'il y aura des perdants du ZAN, malheureusement, donc des péréquations horizontales et verticales en particulier. Et voilà. Alors, c'est beaucoup de matières que nous pourrions utiliser dès le prochain projet de loi de finances, en effet, dès les prochains projets de loi de finances dans la foulée, et de manière plus prospective, ensuite progresser via le Sénat. D'ailleurs, ce sujet est suivi désormais, semble-t-il, de près par le gouvernement, et c'est heureux, puisque c'est ici au Sénat que nous avons sonné un peu cette révolte-là, d'un texte voté vite, dont nous avons souhaité qu'il soit territorialisé dans son approche, pour éviter une démarche beaucoup trop descendante, une démarche que nous voulons ascendante, c'est-à-dire en partant des élus locaux, des SCOT et des droits de proposition. On arrive à ce moment-là de l'histoire où nos élus déposent des propositions dans chaque région via leur SCOT. Les régions vont prendre le relais, sont en train de prendre le relais pour discuter de ces propositions dans la perspective de la mise en révision de leur SRADET. Et c'est ça qui nous interroge, donc, c'est-à-dire avons-nous assez de temps, assez d'ingénierie, voilà. Pas forcément. Et votre rapport va nous aider. Vous signalez par exemple que les villes moyennes dans leur périphérie notamment, et la ruralité manquent d'ingénierie et d'accompagnement sur le sujet. Et que des réponses juridiques doivent être trouvées par la loi, on va voir, mais par les finances et la fiscalité, sans doute. Mais merci de nous rappeler, évidemment, cette chose très attendue ici concernant les villes moyennes et la ruralité. Une petite frustration, mais vous avez répondu, hein, il faudra faire d'autres études. Vous renvoyez à des travaux sur la TASCOM, on aurait aimé en savoir plus néanmoins, mais enfin on va s'y pencher. Et puis sur le modèle économique du ZAN, vous produisez une étude et il en faudra sans doute d'autres pour savoir combien ça coûte exactement et de quoi nous parlons en particulier. Vous produisez des chiffres concernant les friches industrielles qui sont très importants puisque on ne sait pas à quel sein se vouer. Est-ce que ce qui nous est proposé en matière de fonds friches qui devient un fonds vert est suffisant pour répondre à l'enjeu véritablement? Apparemment pas vraiment. Hein. Si on veut être plus ambitieux, il va falloir mobiliser des sommes beaucoup plus importantes. Et donc il reste à savoir lesquelles, bien entendu. Voilà. Alors si j'ai encore 1 minute, Monsieur le Président, je voudrais juste évoquer ce qui me paraît très important dans les dispositifs fiscaux ciblés
qu'on pourrait mettre en œuvre assez rapidement. Il y a effectivement tout ce qui est destiné à limiter la vacance et réguler les résidences secondaires, avec des propositions assez simples et rapides à mettre en œuvre, sur la suppression d'un critère de 50 000 habitants notamment, ça me paraît simple et intéressant. Inciter la densification urbaine. Alors, et s'étonner, je partage votre étonnement sur la suppression du VSD, enfin le versement pour sous-densité. Pourquoi ça a été supprimé l'an dernier? Alors, certes, peut utiliser cette possibilité, mais il me paraît intéressant de la remettre au goût du jour assez rapidement et que nos élus, effectivement, puissent utiliser les outils. Et puis une réflexion sur les exonérations et les abattements à la fiscalité locale. C'est effectivement une grande réflexion qu'on a toujours, avec cette difficulté de savoir quelle exonération, à quelle niche fiscale toucher, exactement, parce que sujet sensible, on le sait. Mais effectivement, supprimer les niches artificialisantes, ça nous paraît très intéressant. Alors, je ne vais pas reprendre toute la liste, elle est très complète et elle va nous être très utile. Et puis après, donc il y a ce qu'on peut toiletter tout de suite, ce dont on peut s'emparer tout de suite, et puis il y a ce qui est plus prospectif. Et dans ce qui est plus prospectif, je crois quand même, je ne sais pas si mes collègues partageront ça, qu'on peut quand même considérer que la fiscalité est un outil pour modifier les comportements et pour en finir avec certaines rentes qui ne manqueront pas de s'alourdir ou s'aggraver avec ce ZAN. La fiscalité, pour moi, modifie les comportements. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, on a déjà échangé, c'est le seul petit point d'accord, mais enfin, il est très léger, c'est sur le caractère artificialisant ou pas de la fiscalité. Moi, je crois quand même qu'on était dans un pays qui s'est étalé et que cet étalement a généré nécessairement de l'artificialisation et de la fiscalité. Donc la fiscalité, par voie de conséquence, peut être considérée comme artificialisante. Alors, ce n'est pas le seul critère, vous le signalez, il y a le foncier, il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte par les opérateurs, mais quand même, voilà. Alors, voilà, la réflexion plus prospective, est-ce qu'on doit taxer la rente, le comportement? Pour moi, oui. En tout cas, ouvrir le sujet, en tout cas, parce que ce foncier qui va devenir plus rare, plus cher, nécessairement va appel à réagir sur le sujet. La redistribution, bien entendu, et vous évoquez aussi ces dotations de l'État qui sont peut-être artificialisantes, enfin sans doute, et qui doivent être revues aussi. Et puis, tenir compte des écarts de potentiel fiscal pour le futur. Avec Valérie Létard, parmi nos sujets, il y a ceux qui consistent à se demander si on a assez pris en compte les spécificités du littoral, de la montagne, de la ruralité, des petites villes, enfin, toutes les outre-mer, bien entendu, voilà, et qui sont, vous le signalez aussi, de l'autre côté, ça nous conforte dans nos analyses, restreintes dans les capacités d'aménagement, et donc possiblement punis dans les possibilités de rendement pour financer le ZAN. Voilà. Alors les dotations, sans doute, doivent être revues aussi et à ce sujet. Merci de signaler une dotation que je ne connaissais pas, la dotation budgétaire pour le soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales. Voilà. Alors, chère Valérie, les aménités rurales, je crois, ça va nous inspirer pour les conclusions. Mais voilà, effectivement, le potentiel fiscal va être un énorme sujet à voir et les rééquilibres nécessaires des critères, des péréquations pour qu'il n'y ait pas de perdants du ZAN. Voilà. En tout état de cause, voilà, prendre en compte la rente, les revenus, la valeur créée, sanctionner le comportement artificialisant, penser au lien fiscal, trouver de nouveaux gisements fiscaux pour nos élus locaux qui n'en ont plus beaucoup et qui n'ont plus beaucoup d'autonomie financière par voie de conséquence. Peut-être se mettre en conformité aussi en ce qui concerne la révision des valeurs locatives cadastrales, vous le signalez, et merci infiniment, c'est très précieux. Et au final, effectivement, on se posera la question de savoir s'il faut un impôt ou une taxe ZAN. Voilà. Alors peut-être que la suppression programmée de la CVAE aurait pu servir à ça aussi, mais les DMTO, c'est une piste effectivement extrêmement intéressante et importante. La Cour l'a signalé ici par votre premier président assez récemment. Vous le reprenez à nouveau, et il faut qu'on y réfléchisse, qu'on s'y penche.
et notamment les DMTO, si le bloc communal les récupérait, ça change absolument tout dans notre histoire. Pardon. Et il pourrait y avoir un volet additionnel à ces DMTO, en effet. Ou alors, est-ce que c'est la taxe d'aménagement qui peut suffire à envisager une suite de notre histoire? Voilà. Alors, voilà, Monsieur le Président, ce que ça m'inspire à ce stade. Oui, mais enfin, comme nous sommes tous... Je l'ai bien noté. Oui, pardon. Merci, monsieur le rapporteur spécial. Avant de donner la parole, je voudrais dire pour ma part que je suis très heureux que la Commission vous ait mandaté sur ce sujet, parce que nous imaginions bien qu'il y avait des sujets à regarder, mais votre rapport de ce matin nous montre que c'est une vision très large qu'il faut avoir sur le sujet, que l'on peut déjà approcher, comme cela a été fait excellemment par Jean-Baptiste Blanc, un certain nombre de sujets qui peuvent être assez rapidement mis en œuvre, ou en tout cas faire l'objet de préconisations assez rapidement. D'autres, vous l'avez noté, nécessitent des travaux complémentaires, c'est une évidence. Mais de manière générale, on retrouve là, sur ce dossier comme sur beaucoup d'autres, finalement notre incapacité à travailler dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on vote des textes, on travaille sur des projets de loi, et après on se rend compte que toute la base qui aurait dû être faite avant n'est pas faite, n'est pas réalisée, et que finalement ce rapport, on aurait dû l'avoir avant même le projet de loi. Et c'est vrai en matière fiscale, et c'est vrai sur d'autres aspects de ce projet de loi qui aurait nécessité des études préalables un peu plus longues avant de délibérer sur un texte. Nous le savons aussi avec les suppressions d'impôts, que ce soit la TH qui a nécessité, que ce soit pour partir de loin, pour pas parler de ce gouvernement spécifiquement, parce que je vois des regards. Pas beaucoup. Et donc, je ne voudrais pas spécifier, mais dire, bon, si on revient sur la taxe professionnelle, c'est assez loin, et tout va bien. Mais il a fallu jamais que 3 ans ou 4 pour après remettre les choses en ordre et faire en sorte que ça fonctionne. Je ne dis pas en ordre, que ça fonctionne. Et sur le ZAN, on sent que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un texte de base, il y a des décrets derrière, tout ça ne correspond pas. Et puis on réfléchit après, finalement, aux éléments qui auraient dû être amenés sur la table par le gouvernement dès le début. Bien, donc nous sommes heureux au Sénat de rattraper ces choses-là pour ce domaine-là, et je suis heureux que la Commission des finances fasse cet apport à la mission conjointe sur le ZAN. Et je donne la parole bien sûr à Valérie Létard pour nous dire comment elle intègre ce qu'elle vient d'entendre. Mais écoutez, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, bien sûr, je salue mon collègue Jean-Baptiste Blanc, qui est rapporteur spécial dans la Commission des finances et notre rapporteur de la mission commune de contrôle. Et ô combien c'est essentiel pour le Sénat d'avoir Jean-Baptiste avec cette double mission qui est la sienne et qui est absolument essentielle dans l'exercice que le Sénat doit rendre. Mes chers collègues et Monsieur le Président du Conseil des prélèvements obligatoires, merci beaucoup de cet éclairage que vous venez de nous donner. Et bien sûr, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur, c'est particulièrement utile aux travaux du Sénat d'avoir eu cette initiative, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Comme l'a constaté aussi Jean-Baptiste lors de ses travaux précurseurs sur le sujet, et comme nous l'avons aussi constaté dans le cadre des travaux de la mission commune de contrôle, le Sénat est très attendu sur les solutions que nous apporterons à la fiscalité et au financement du ZAN. La demande de la Commission des finances, elle est essentielle. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est peut-être pas dans le bon ordre qu'elle est arrivée, et il aurait fallu effectivement que l'initiative gouvernementale et que le Sénat il aurait fallu qu'il puisse être saisi, et en tout cas qu'il puisse se mobiliser dans un premier temps en réaction à des propositions
qui devait être en amont, vous l'avez dit. Et d'ailleurs, notre rapporteur n'a pas manqué non plus de signifier, et nos auditions nous ont bien montré aussi que les études d'impact étaient malheureusement bien trop muettes sur bon nombre d'aspects qui traitent de la question du zéro artificialisation nette, ce qui n'aide personne dans la bonne prise en compte effectivement des conséquences que cela peut avoir. Notre mission de contrôle, elle a identifié 3 enjeux. Je les pose tout simplement en écho de ce que Monsieur le Président vient de nous présenter et qui sont absolument centraux et sur lesquels il nous faut apporter des solutions. À court terme, à moyen, long terme, vous l'avez rappelé, c'est évident. D'abord, ce qui concerne les effets de bord de la fiscalité au regard du ZAN, qui sont, comme vous l'avez rappelé, originellement conçus pour d'autres fins, comme encourager la construction de logements ou taxer la détention de foncier valorisé grâce au bâti. Nos impôts et taxes ne sont plus forcément adaptés à nos enjeux de transition environnementale du XXIe siècle. À tout le moins, il faut les repenser globalement. C'est quelque chose qui fait consensus, en tout cas, qui était un des points de base posés par la mission commune de contrôle et qui revient sur tout ce que nous entendons. Le deuxième, c'est qu'il faut dégager des nouveaux moyens pour financer l'action de l'État et surtout les collectivités pour financer le ZAN. On s'oriente évidemment vers des opérations de recyclage foncier bien plus coûteuses que la construction nouvelle, simples, et des coûts de mise en réserve foncière qui vont augmenter, vous l'avez rappelé. Avec ces nouveaux équilibres, quelles ressources nouvelles prévoit-on pour la fiscalité locale ? Troisièmement, et cet aspect nous paraît fondamental, c'est comment allons-nous aborder les effets redistributifs du ZAN ? Certains Français vont voir leur terrain perdre fortement en valeur lorsqu'ils deviendront inconstructibles. D'autres vont beaucoup gagner sans action aucune grâce à la hausse des prix du foncier, voire la spéculation. Dans l'intérêt général et dans un objectif d'équité, comment allons-nous modérer ces effets sur le patrimoine et sur les prix ? C'est vraiment ça les 3 postulats, en tout cas, qui animent nos auditions, notre mission et sur lesquels, évidemment, votre rapport amène déjà des propositions extrêmement concrètes. Monsieur le rapporteur vient de balayer effectivement toute une série de sujets sur lesquels des choses peuvent se faire rapidement. Monsieur le Président, vous y avez répondu en écho. Il est extrêmement important que nous regardions avec attention et de façon en tout cas rythmée et sans confondre vitesse et précipitation, parce que les sujets que vous évoquez, on les connaît tous, on le sait bien, que ce soit les DMTO, par exemple, pour citer un exemple très concret, on voit bien quel débat, quelles inquiétudes ça peut susciter à chaque fois qu'on va aborder un sujet, une fiscalité, quelles en sont les conséquences. Il y a des sujets qui sont simples et sur lesquels nous pouvons avancer rapidement, monsieur le rapporteur l'a dit, d'autres sur lesquels il faut mesurer effectivement l'impact, les conséquences de chacune des décisions et des propositions que nous ferons. C'est essentiel. La réussite du ZAN passera par la capacité et les moyens que nous mettrons à trouver des solutions pour encourager à la mobilisation du foncier, mais en même temps, attention de rester juste, équitable. Il y a des inquiétudes des maires sur le terrain, il y a des inquiétudes de nos concitoyens qui vont arriver parce que nos concitoyens n'ont pas encore compris, n'ont pas encore mesuré les conséquences que ça allait avoir sur leur réalité. Et ça, il faut aussi bien l'anticiper parce que pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé à ce stade-là de la prise en connaissance et de la réalité de ce que va représenter l'application de ce zéro artificialisation nette. Il faut le réussir et ce travail que vous menez dans la Commission des finances, il est majeur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour l'expertise incroyable que vous amenez à cette mission. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je veux remercier évidemment les auteurs des travaux et les féliciter, comme l'a fait notre collègue Jean-Baptiste Blanc, mais le Président, et je crois que tout le monde partage ce travail dont on mesure... Finalement, j'ai entendu notre président regretter des problèmes de méthode. Alors moi, je ne sais pas si France Nation Verte, qui annonce à nouveau une nouvelle méthode, sera utile. Moi, je crois au moins autant au pragmatisme de notre Assemblée. Voter le zéro artificialisation nette, ça fait bien dans le décor, et quand on le met en œuvre, c'est beaucoup plus complexe.
Donc si on peut remettre les choses dans le bon ordre et avec méthode, discernement, patience, dialogue, construire des solutions, vraiment c'est préférable. Deuxième élément, pour reprendre dans les propos du président, dans son propos introductif, on a quand même un sujet majeur. Certains l'ont dit, c'est toujours bien de supprimer des taxes et impôts. Mais quand on les remplace par rien que des dotations de l'État, c'est-à-dire que c'est une autre manière d'utiliser l'impôt, on déresponsabilise, on appauvrit et on crée plus de mécontents que de satisfaits, puisque finalement ça contourne un certain nombre de contraintes. Donc, je pense que le sujet de la fiscalité environnementale est un sujet majeur. C'est pas parce qu'il a échoué avec la taxe carbone pour des raisons assez évidentes que personnellement j'avais même assez vite identifié en amont, mais passons. C'est pas parce qu'on a échoué qu'il ne faut pas remettre le sujet au cœur de nos débats. Parce qu'il est au cœur de nos débats de la même manière que nos concitoyens, certains nombre disent, mais comment on va faire dans la situation actuelle? Qui va finir par payer? Eh bien, sur des sujets comme ça, je pense que le Sénat, les travaux, le fait d'aller demander une expertise, parce que vous êtes pour une assemblée comme la nôtre, finalement aussi un tiers expert, un tiers de confiance. Et je crois que c'est par cette méthode qui va consister à rassembler des points de vue, des expertises, pour construire des débats où il y aura des accords, des lignes directrices, où il faudra tenir compte des demandes assez diverses de tous les territoires. Ben, je pense que c'est la méthode. Alors ça met parfois un peu plus de temps, mais le souhait qui est le mien, et notamment, enfin, j'espère le nôtre, et on le voit, Valérie Létard l'a dit, c'est un travail, parce que je crois qu'effectivement, il ne faut pas se cacher derrière, et au contraire, moi je ressens une fierté d'avoir fait le choix, parce que c'est dans nos compétences, mais bien au-delà, parce que c'est le cœur du sujet, de mettre le sujet de recherche de modalités fiscales et financières pour trouver un point d'équilibre et faire que le dispositif puisse tourner. C'est attendu, en fait, par tout le monde. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le sujet pour lequel peut-être beaucoup ont de l'appétence, mais en fait, pour que ça fonctionne, il faut trouver ces modalités pratiques. Donc, vraiment, je voulais remercier les uns les autres. Moi, j'ai juste, je dirais, deux questions. La première sur votre proposition qui consisterait à définir des taux variables de DMTO, donc en fonction du caractère artificialisant des opérations immobilières. Est-ce que vous avez identifié des travaux existants qui permettraient d'approfondir cette piste et notamment peut-être est-ce que vous avez en l'état actuel de vos travaux et réflexions des éléments, des premiers éléments qui pourraient nous être fournis sur la question des niveaux de densité. Là encore, je le dis, sachant qu'il faudrait que ce soit adapté un peu aux situations locales et territoriales. Donc, à la fois universelle et des déclinaisons territoriales. Et deuxième et dernière question, dans le travail que vous avez fait sur le terrain, et vous avez eu l'occasion de nous dire dans des temps d'échange intermédiaires que vous aviez des remontées, est-ce que dans le même temps de la réflexion que conduisent les collectivités, vous avez pu identifier des travaux menés par l'administration centrale sur la prise en compte de la problématique ZAN dans la fiscalité, éventuellement d'ailleurs dans la fiscalité locale, parce que j'observe qu'à ce stade, par exemple, dans les lois de finances, même dans le PLF qui arrive, je ne vois de la part de l'État pas grand-chose. Monsieur le Président, est-ce que je vous propose de réagir rapidement aux demandes de Jean-François Husson, du rapporteur spécial, de Valérie Létard? Très rapidement, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, je commence peut-être par la fin, donc les questions du rapporteur général.
Donc la définition des taux variables, c'est certainement une bonne, une piste intéressante. On ne méconnaît pas la difficulté conceptuelle, ne serait-ce que, bon, il faut qu'on soit sûr de passer l'étape du Conseil constitutionnel, mais l'idée de base qui nous permet de dire c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique où il y a une réduction des DMTO sur le neuf. Bon. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas inverser cette logique, hein. Voilà. Donc, ça, je pense que ça peut être tout à fait considéré. Il faut évidemment en analyser les implications, voir les différents schémas possibles, mais en tout cas, c'est certainement une piste, l'inversion de la logique actuelle. Sur les travaux des administrations, on va dire, on vous a donné l'état de l'art. Et donc, on a quand même beaucoup sollicité la DHUP, la DGCL, la DGFIP, donc toutes les administrations qui étaient en première ligne. On n'a pas de réponse en réalité aujourd'hui, si ce n'est que finalement, et ça me permet de rebondir sur l'observation initiale de votre rapporteur spécial, Monsieur Blanc, ça renvoie à la question des études d'impact. L'étude d'impact telle qu'elle vous a été présentée au moment où vous avez examiné la loi, c'était dormez tranquille, bonnes gens, puisque on est sur une évolution qui conduirait, si on prolonge la situation actuelle. Alors, vous avez un graphique qui est donné dans page 15 du rapport, qui vous donne la chronique depuis l'échéance 2009-2010. Donc, on est à 31 000. Et la dernière année connue, 2020-2021, est à 21 000. Bon. Donc, en fait, l'étude d'impact, elle vous dit, je prolonge la tendance. Et la tendance, elle revient en fait en 2031 à consommer 10 000 hectares. C'est-à-dire en fait d'avoir diminué la consommation sur la période en fait, il faut économiser 60 000 hectares, c'est-à-dire 6 000 hectares par an. On était sur une tendance en 2020 à 240 000 hectares. Et il faut passer à 180 000 hectares, 6 000 hectares par an. Bon. Finalement, on peut dire que ce n'est pas grand-chose à l'échelle de l'ensemble, sauf que on tombe sur le problème, mais qui va faire l'effort. Et donc, quand on prend un engagement, si on compte sur les autres pour faire le travail, c'est le voisin, en l'occurrence. À l'arrivée, on a une situation où c'est un peu comme dans les Troyennes d'Euripide, le cœur dit marchons, marchons, et il reste immobile. Donc en fait, c'est cette problématique-là. Donc ça renvoie, à mon avis, à deux choses. Ça renvoie au fait que peut-être il faut s'interroger sur la manière dont sont faites les études d'impact, puisque en réalité, ces études d'impact n'ont qu'un contrôle préalable juridique fait par le Conseil d'État, puisque c'est la loi qui l'a décidé. Donc peut-être qu'il faut aller plus loin, mais vous avez exactement la même situation c'est pour ça qu'on évoquait les problématiques de fiscalité environnementale, que pour la taxe carbone. La taxe carbone, d'un grand pas, tout le monde a dit il faut la voter, c'était en 2018, et sauf que notre rapport de 2019 a clairement démontré que c'était pas pareil pour chacun des acteurs selon qu'ils étaient en ruralité, qu'ils avaient une contrainte automobile, qu'il y avait ou non des transports collectifs sur lesquels ils pouvaient s'appuyer, etc., etc. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est quand même bien de faire des études d'impact, mais de croire que c'est quand même utile d'y aller. C'est qu'il y a différentes manières, et le fait que, monsieur le rapporteur général, vous évoquiez la possibilité que votre assemblée soit un peu le lieu de réflexion, ben oui, je pense qu'il faut passer de descendant à l'ascendant. Ça, bon, pour nous, on est complètement d'accord. C'est en fait ce pourquoi nous travaillons, et on travaille notamment
avec l'idée selon laquelle, pour la fiscalité comportementale, il y a une réflexion, il y a une pédagogie à faire, et donc tout ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Il faut pousser avant. Dernier, rapidement pour les autres points, la TASCOM, voilà, on ne pouvait pas le faire, mais il faut bien voir, c'est que la TASCOM, c'est une problématique qui impacte quand même très directement les différentes composantes de la distribution, les problématiques d'acteurs, Amazon versus grande distribution, le rôle du commerce en ligne. Donc, en fait, ce sujet, il faut le faire en étroite consultation avec l'ensemble des acteurs de la profession. Mais si vous utilisiez la faculté qui est la vôtre de nous saisir, on pourra bien sûr s'organiser pour y répondre. Sur les... je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions. Oui, ça va, vous allez avoir une deuxième occasion, vous allez voir. Voilà. Ça va bien se passer. Alors, on va commencer par Stéphane Sautarel, suivi d'Antoine Lefèvre. Oui, merci, Monsieur le Président, et merci à la fois à notre rapporteur spécial, au président CPO et du CPO, pardon, et à l'ensemble de ceux qui ont travaillé sur le sujet, également à Valérie Létard, bien sûr, puisque on ne peut que partager ici que la question des ânes est là où l'une des préoccupations prioritaires, premières de nos territoires, donc aujourd'hui des élus, peut-être pas encore effectivement comme ça a été rappelé de la population, avec des volets juridiques bien sûr qui méritent encore bien des travaux et des avancées, et le volet financier ou fiscalité que vous nous avez présenté ce matin. Moi, je voulais insister sur un mot qui me semble important, et j'en reviendrai à une ou deux questions par rapport aux propositions qui nous ont été faites et au travail qui nous a été présenté, et dont je salue la qualité et la pertinence. C'est le mot de différenciation que l'on peut aborder à la fois, bien sûr, sur toute la dimension juridique de ce dossier ZAN, comme sur le dossier de la fiscalité que vous avez abordé par ailleurs. J'avais en fait deux questions. Une sur le fait qu'au-delà, bien sûr, de la compétence du Conseil des prélèvements obligatoires, cette question puisse être traitée plus largement sur le financement des collectivités territoriales, donc bien sûr avec le volet fiscal, mais aussi avec d'autres volets de financement, et en résonance avec le rapport que nous a présenté la Cour des comptes la semaine dernière en particulier, donc voir si cette dimension-là, elle a été intégrée dans vos travaux, puisque vous y faites au moins référence une fois sur les propositions liées au DMTO. Et par ailleurs, moi je voulais insister sur un point qui aujourd'hui est marginal, mais qui permettrait une approche plus positive que punitive de cette question, c'est les fameuses aménités rurales ou territoriales qui aujourd'hui ne pèsent au sein de la DGF que 30 millions d'euros, sauf erreur de ma part, et qui pourraient être incontestablement un levier pour répondre aux enjeux des ânes. Et je voulais vous interroger sur la perception que vous en auriez et la manière dont vous pensez que cette dimension-là pourrait être activée, soit sur un plan fiscal, soit sur un plan plus large du financement. Je vous remercie. Merci Stéphane. En m'excusant, j'ai sauté involontairement Bernard Delcros, donc je vais lui redonner la parole avant Antoine Lefèvre. Oui, mais merci Monsieur le Président, et merci pour ce rapport et les interventions de nos collègues et Jean-Baptiste Blanc et Valérie Létard. Alors juste d'abord, moi je voudrais dire que je partage tout à fait le point de vue du président de la Commission des finances, et ce qui se passe ici, ce sujet illustre parfaitement le fait qu'on vote d'abord un texte, on se préoccupe après des conséquences, et souvent on est amené à venir colmater des brèches. Voilà, et je pense qu'à un moment ou l'autre, il faudra bien essayer de mesurer les conséquences de ce qu'on vote suffisamment en amont. Alors pour revenir sur le sujet, évidemment, et on le comprend, votre rapport et vos propositions partent du principe que le ZAN est appliqué partout dans tous les territoires de manière identique. Moi, je veux juste dire en préambule que mon point de vue, c'est qu'il doit être appliqué de manière différenciée
suivant les territoires, suivant les secteurs urbains, suivant les secteurs ruraux, sauf à vouloir condamner des territoires ruraux à disparaître. Alors, on est bien d'accord que, évidemment, la question de la sobriété foncière, elle est réelle et qu'on doit avoir tout cet objectif, mais que les choses doivent être appliquées de manière différenciée. Sur la question de la fiscalité, alors certes, il y a un surcoût à l'application du ZAN et il faut y apporter des réponses. Pour ma part, je ne suis pas favorable à une taxe supplémentaire spécifique ZAN. Il y a des réponses à apporter peut-être par des réorientations de fiscalité locale, j'y reviens pas, vous l'avez dit, par des ciblages différents et à coup sûr par des aides à l'investissement, parce que ça a très bien ça a été dit, l'investissement, la construction, la création de logements, lorsqu'il s'agit d'acquérir, de réhabiliter ou voire de démolir, ça a un coût bien supérieur à la construction neuve. Donc je pense qu'il faut des réponses apportées au surcoût. Sur les propositions qui sont faites, si on part du principe que les choses s'appliquent, pensez-vous que vos propositions ou l'ensemble de vos propositions peuvent être appliquées de manière identique, encore une fois, en territoire urbain et en territoire rural? Je pense par exemple à la proposition numéro 4, qui est intéressante en elle-même, sauf que la question des friches, la question des zones déjà urbanisées, déjà artificialisées, ne se pose pas du tout de la même façon en milieu très urbain et en milieu rural. Donc pensez-vous que ces propositions peuvent être appliquées de la même façon? Et enfin, pourriez-vous nous préciser un peu comment vous verriez la mise en œuvre de la proposition, de façon un peu plus concrète, de la proposition numéro 6. Merci Bernard. Chers collègues, je vais vous encourager à tenir vos questions dans 3 minutes à peu près. Antoine Lefèvre, puis Sylvie Vermeillet. Merci Président et merci à Monsieur le Président du CPO pour la présentation de ce travail ainsi que l'apport de notre rapporteur spécial et de notre rapporteur. Alors le sujet du ZAN, bien sûr, il interpelle de plus en plus et fait craindre une fracture territoriale. Et à la suite de Valérie Létard, j'ai envie de dire aussi que pour le moment, un certain nombre de nos concitoyens et une grande partie des élus n'ont pas encore conscience des conséquences réelles de ce dispositif. Alors face à cette crainte de la fracture territoriale, j'aurais plusieurs observations, remarques et questions. D'abord, un dispositif de lissage fiscal entre les collectivités, par exemple la création ou la réaffectation d'une part des ressources fiscales ou bien la garantie d'une réaffectation d'une large part de dotation de l'État aux collectivités les moins favorisées par le dispositif serait, il me semble, à minima, une première étape pour ne pas recréer cette fracture territoriale. Et puis, dans un deuxième temps, la rationalisation à marche forcée de l'urbanisation des territoires qui est visée en quelque sorte par l'objectif ZAN va incontestablement faire grimper la valeur du foncier. Et la question à se poser est jusqu'où? Et comment éviter dès lors que la spéculation immobilière ou foncière ne vienne se glisser dans les appels d'offres et que finalement l'objectif de sobriété foncière ne se traduise plus finalement que par un très vaste marché spéculatif du foncier constructible. Merci. Merci Antoine. Sylvie Vermeillet, puis Michel Canvet. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas être tellement force de proposition, en tout cas au sein de la Commission des Finances, mais je tiens à m'exprimer pour dire que moi, je suis opposée au ZAN. Je ne comprends pas pourquoi 0, cet objectif. Je ne comprends pas le timing. Je trouve que tout va très vite. Je pense qu'on est peut-être passé d'une artificialisation qui ressemblait à n'importe quoi à aujourd'hui plus rien du tout. Je trouve que ça va trop vite, donc je suis opposée à toute évolution fiscale à partir du moment où on ne s'est pas mis d'accord sur l'objectif et puis la définition de la trajectoire. Il y a 2 ans, personne ne savait ce que c'était que le ZAN, et aujourd'hui, artificialiser, c'est devenu un crime. Je ne sais pas, je pense qu'on va mettre en mouvement une révolte au sein des territoires, ruraux surtout, elle est bien partie. Et donc, je pense que c'est très prématuré. Je suis heureuse d'être éclairée sur les propositions et ce qui pourrait se passer. Mais pour l'instant, ZAN, quand on prononce ça dans un territoire rural, enfin, moi, pour ceux que je connais, c'est devenu une bombe, c'est explosif, on ne s'entend pas sur rien du tout, tout simplement parce que la liberté d'administrer, c'est quand même un droit constitutionnel.
aménager son territoire, c'est aussi un droit réel pour les collectivités. Et là, on est en train de leur retirer ce droit qui est essentiel. Le droit à vivre dans les territoires, le droit à vivre dans un territoire où on est né, on est en train de le nier. Et donc, je m'excuse, ça n'a rien à voir avec la commission des finances, mais c'est quelque chose de fondamental et qui devient absolument subversif. Donc, je ne comprends pas au nom de quoi on va fermer des territoires à l'accueil de populations. Il y a quelque chose de très fondamental, de très profond, sur lequel on n'a pas suffisamment réfléchi. Et puis, au fond, bien sûr, je suis favorable à des mesures qui vont encourager la sobriété foncière, etc. Mais je ne partage pas l'idée qu'en recyclant des friches, on va dégager suffisamment de marge de manœuvre pour accueillir la population et qu'elle puisse vivre avec plaisir dans des territoires. Je crois que la solution, là, elle est trop simpliste. En plus, à quel coût, effectivement parce que recycler des friches qui sont pleines d'amiante, ça fait sortir des prix au mètre carré qui sont délirants par rapport au prix du mètre carré d'un lotissement classique. Donc, je suis même pas, à un moment donné, on va dire, mais ça coûte cher, effectivement. Enfin, on n'a pas encore mis ça en perspective. Et puis, évidemment, on a ces injonctions contradictoires. Zéro artificialisation. Oui, on est tous d'accord pour consommer moins de foncier, mais on a aussi des injonctions de relocalisation des industries, d'accueil de population, etc. Tout ça est absolument contradictoire et donc, voilà, je fais partie des gens absolument perplexes sur le ZAN, je tiens à le dire, et je n'ai pas beaucoup de propositions à faire à cette heure, mais je trouve que le débat, il est bien loin d'avoir été conduit sur l'objectif et encore plus sur la trajectoire. Merci. Merci Sylvie, plus pour un coup de gueule que pour une question, si j'ai bien compris. Je ne suis pas sûr que le président du CPO puisse réellement répondre à votre question. Peut-être que la mission conjointe, elle, pourra amener une réflexion plus large sur ce point. Michel Canvet, dans la même veine. L'excellent travail mené par le Conseil des prélèvements obligatoires nous sera certainement très utile pour bien appréhender cette question extrêmement importante du ZAN. Alors moi j'ai deux questions sur les recommandations. D'abord sur la recommandation numéro 1 sur la taxe sur les logements vacants. Pourquoi est-ce que vous ne l'étendez pas à toutes les communes françaises? Pourquoi simplement supprimer le critère des communes du nombre d'habitants de 50 000 Moi je pense que ça concerne tout le territoire national et qu'il faut que cette taxe puisse être instituée à la diligence des conseils municipaux sur l'ensemble du territoire, premièrement. Deuxièmement, la recommandation numéro 7 sur les DMTO. Alors, il faut faire attention, c'est une bonne idée de confier ça aux communes, mais il faut faire attention aux disparités de financement. Je veux dire par là qu'il y a des communes où les DMTO amènent des sommes considérables. Tout simplement parce que les maisons se vendent à des prix élevés. Souvent, ce sont des communes, d'ailleurs, où il y a beaucoup de résidences secondaires, donc beaucoup de taxes foncières, donc déjà beaucoup de richesses. Et donc, il faudra encore trouver un critère de pondération pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de cette manne. Il faut y réfléchir. Merci, Michel. Charles Guenet, puis Vincent Segouin. Merci, Monsieur le Président. Oui, je ne reviendrai pas sur les problèmes techniques dont nous ne sommes qu'à l'aube. Simplement une remarque. Chers collègues, n'hésitez pas à parler un peu plus fort dans le micro. OK. Je ne reviendrai pas sur les problèmes techniques qui ne sont qu'à l'aube et au balbutiement, mais j'ajouterai simplement une réflexion et je voudrais ajouter aux observations du Président et du rapporteur général pour souligner le rôle du Sénat dans les travaux qu'il vient de produire durant ce mois et quelque part leur complémentarité. Je veux évoquer le rapport de la Cour des comptes sur les scénarios des finances des collectivités locales dont on a parlé. Et je crois que ce rapport, au-delà du ZAN, ajoute et introduit la dimension environnementale qui lui manquait. Et ça soulève à la fois des problèmes d'équité territoriale, comme on l'a dit, mais aussi le rapport de la fiscalité et du droit au comportement, comme on vient de l'entendre.
Et je pense que grâce à l'expertise et l'initiative de Jean-Baptiste Blanc et au travail du CPO, tout ça dépasse largement l'étude d'impact qui nous manquait pour apporter vraiment de la matière à la refonte de la fiscalité locale qui, de toute façon, est inéluctable et quand même va devenir proche, car je pense que le système actuel, qui a quand même plus d'un demi-siècle, est devenu totalement obsolète avec toutes les réformes que nous venons de subir et encore celles qui se préparent. Merci Charles. Vincent Segouin, puis Daniel Breuiller. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, moi, je m'allie vraiment aux propos de Sylvie Vermeillet. Moi, je suis pareil, exactement dans le même état. Je n'ai pas encore mesuré toutes les conséquences d'une telle loi et je pense que tout le monde ne s'en rend pas compte et que ça va poser des problèmes lourds. Et avec sûrement encore un avis des maires qui vont penser que toute compétence leur échappe et qu'ils n'ont plus d'avenir sur la politique de leur ville ou de leur village. Alors, je reviens dans les finances. L'objectif essentiel, c'est de transformer des friches pour les rendre habitables. Alors, ça part d'un bon sentiment, ça c'est clair. Mais forcément, il va y avoir un coût de traitement supplémentaire. Ce coût de traitement supplémentaire va augmenter le prix de revient du bien ou le prix de location du bien, et on risque encore d'avoir des investisseurs qui vont se détourner de territoires ruraux parce que la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Donc j'imagine que ça sera compensé, ces coûts de traitement, par de l'argent public, comme on sait si bien faire, avec de la dette. Qu'en est-il exactement? Moi, j'ai besoin qu'on m'éclaire sur le sujet. J'ai un deuxième point. On parlait tout à l'heure, j'écoutais des rapporteurs qui nous disaient qu'il y a des terrains, bien sûr, qui étaient constructibles, qui vont être déclassés, donc non constructibles, avec de la perte de valeur. Donc ça me soulève deux points financiers. Sur ces terrains, il y a une fiscalité qui a été appliquée en tant que terrain constructible. Qu'en est-il? Quid? Quand ce terrain se trouve déclassé, est-ce qu'il va y avoir un remboursement de ce surplus de fiscalité qui a pu être prélevé? Alors, je pense notamment aussi à l'IFI, ça peut être de l'IFI. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a encore un apport d'argent public pour compenser les pertes pour les personnes? Merci. Merci Vincent. Daniel Breuiller. Merci Monsieur le Président et merci de ce rapport très éclairant. Pour ma part, la question qui me paraît centrale, c'est celle de la valorisation des aménités naturelles. Vous mentionnez rural, personnellement, je mettrais naturel parce que le même problème se pose dans les métropoles aussi. J'avais publié un article qui disait « La métropole sera verte ou invivable » et qui soulignait que la nature ne paye pas de droit à construire quand le bâti en paye et que ça se traduit par beaucoup d'arbitrage. Par exemple, la métropole du Grand Paris a quand même, qui est un tout petit périmètre, a quand même consommé 1600 hectares dans les 20 dernières années sur un périmètre aussi petit. Et donc le ZAN, c'est certes une question rurale, c'est aussi une question, je pense, pour les métropoles, si on veut revaloriser la vivabilité. Moi, je voulais dire mon soutien aux réflexions menées sur les DMTO. Je m'interrogeais s'il n'y a pas d'autres pistes. Je pense par exemple à des niveaux de TVA différents, parce que bien sûr, reconstruire sur l'existant a un coût supplémentaire à construire nulle part. Mais je pense qu'il faudrait joindre à nos réflexions le coût de ces artificialisations excessives. Alors parfois, on le mesure très facilement quand il s'agit d'inondations, de catastrophes. On peut le mesurer de façon moins visible quand on pense au rapport de l'IPBES, par exemple, sur l'effondrement du vivant, sur la disparition d'espèces, etc., qui sont des choses dont on se dit toujours que ce n'est pas très grave jusqu'au moment où ça atteint des niveaux qui remettent en cause la qualité de vie que nous avons. Et puis enfin, je pense qu'il y a forcément des réponses différenciées selon la situation
des communes quand elles sont très rurales ou très urbaines. Moi, je voudrais rappeler que j'avais suggéré que ce soit au fond la promotion immobilière qui finance la renaturation de la ville quand on parle de la métropole du Grand Paris. J'avais même suggéré que tout projet immobilier fasse l'objet fasse l'objet d'une contribution à hauteur de 5% de son budget pour la renaturation. Et j'avais eu la surprise d'être auditionné par deux grands promoteurs immobiliers qui, au lieu de me jeter des pierres, m'avaient dit que mes réflexions les intéressaient. Ça, c'est très inquiétant. C'est devenu quoi après excusez-moi, on est enregistré, je ne devrais pas. Peut-être Valérie, avant de redonner la parole au président, quelques minutes. Très rapidement, hein, pour dire qu'effectivement, ce que les uns et les autres expriment sur l'inquiétude qui remonte des territoires, parce que vous êtes au quotidien avec les maires, c'est bien ce qui fait l'objet de la mission qui a été décidée par le Sénat de façon complètement transcommission, puisque c'est 4 commissions qui sont à l'initiative de cette mission commune de contrôle. Et c'est bien parce qu'on a conscience que telle que la loi est arrivée et que les décrets sont sortis, parce que, vous l'avez rappelé les uns les autres, les décrets interrogent aussi sur en tout cas dans le cadre de leur définition, sur le fait que pour certains aspects, ils vont bien au-delà de ce qui est sorti de la commission mixte paritaire et qu'on pouvait s'interroger aussi de ce point de vue-là. Et donc, nous, l'idée, c'est évidemment de voir comment, au travers de toutes les auditions que nous menons, on en entend des choses, chers collègues, on peut effectivement revoir les choses pour qu'une loi qui a été adoptée aujourd'hui, elle ne soit pas complètement aux antipodes de ce que les territoires aspirent pouvoir faire pour atteindre un objectif que tout le monde peut partager. Simplement, sur la méthode, personne ne s'y retrouve. Et c'est vraiment cette question de méthode sur laquelle nous essayons de travailler, trouver des voies de passage. Comme Jean-Baptiste Blanc l'a rappelé, je pense que le gouvernement, à tous les échelons, a pris conscience quand même aussi de la percussion qu'il y a entre cette loi qui a été adoptée et toutes les lois que nous examinons en parallèle. Ça aussi, on le sent bien. Celle qui est à l'ordre du jour en ce moment, ENR et le ZAN, ça s'interroge. Donc aujourd'hui, on voit bien, c'est ce qui a été dit par les uns et les autres, on doit avancer, on doit réfléchir, mais le Sénat a aujourd'hui un travail déterminant à mener pour justement poser des curseurs sur des enjeux que tout le monde relève quand on entend dans les territoires. C'est le problème des grands projets d'intérêt nationaux, c'est le problème de la temporalité. Car lorsqu'on regarde même dans la restitution, effectivement, de la copie des schémas régionaux d'aménagement du territoire, vous savez que les conférences des SCOT ont remis leur copie le 22 octobre, que les conférences des SCOT terminées, les régions doivent effectivement boucler leur travail, en tout cas avoir arrêté complètement la procédure pour février 2024. Mais ce qui veut dire concrètement, et c'est ce qu'on a bien compris au travers de nos auditions, qu'avec les consultations des personnes publiques associées, ça veut dire fin février 2023, on ferme le banc, parce qu'il y a 1 an de consultation. Ça veut dire que le travail de consultation entre les régions et les collectivités s'arrête en mars. Donc toutes ces questions de délai, de temporalité nous interrogent. Les questions de moyens, vous l'avez dit, un fonds vert de 2 milliards d'euros, est-ce qu'on a évalué le besoin réel en termes de requalification des friches? Est-ce qu'il y a eu des études d'impact là-dessus? Est-ce qu'on sait si ça correspond aux besoins? Quand on entend les uns et les autres, on voit bien qu'on doute quand même de la capacité de ce fonds à aller jusqu'à ce qui est nécessaire d'obtenir pour pouvoir aller requalifier et reconstruire la ville sur la ville ou d'accompagner même la ruralité. On voit bien que la question de l'ingénierie aussi pour accompagner ces transformations, elle interroge aussi. On comprend aussi que la gouvernance est un sujet à tous les étages de mise en œuvre du ZAN et que cette gouvernance, elle est aussi déterminante pour la réussite de ce projet. La ruralité, le littoral, les zones de montagne, l'outre-mer font valoir aussi qu'on ne peut pas avoir un exercice unique et commun. Toutes ces questions, c'est celles-là que nous réinterrogeons, mais on avait besoin que la Commission des finances fasse ce qu'elle a fait avec le CPO. C'est essentiel, c'est de connaître le champ des possibles, de voir comment on peut explorer. Et encore une fois, c'était absolument essentiel qu'on ait ce travail à ce moment, qui malheureusement n'a pas été fait en amont. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous donner la parole, Président Lefebvre, pour répondre rapidement à l'ensemble des interrogations qui, d'ailleurs,
souvent se recoupent, bien entendu, c'est assez logique. Je vais vous en mettre une petite dernière, manière juste d'agacer. Est-ce qu'un mécanisme de droit artificialisé pour les communes, c'est quelque chose qui a du sens ? C'est-à-dire, comme le droit à polluer, d'une certaine façon, des communes auraient un droit artificialisé qui serait revendable, négociable entre communes, etc. Est-ce que ça a du sens, ça ? Ou est-ce que c'est complètement délirant ? Alors, ne répondez pas. Oui, c'est délirant, hein, Monsieur le Président. Non, je vous promets. Si vous m'y autorisez, peut-être que mes collègues aussi pourront compléter mes réponses. Je commence par cette question-là. Effectivement, la question du marché possible des droits artificialisés est une question qu'on a regardée notamment avec CDC Biodiversité, qui est en fait une des filiales de la Caisse des dépôts la plus avancée sur ces matières. Le marché, il en est au niveau, disons, quand même, d'expérimentation le plus souvent. Mais il y a sans doute une piste, et je pense que l'Union européenne, quand la Commission va travailler sur ces sujets-là, va venir sur une problématique de droits artificialisés. Et donc de marchés qui vont peut-être permettre des échanges ou des montages financiers plus complexes. Simplement, le problème ne pourra pas se situer au niveau de la commune. C'est nécessairement un niveau supra-régional. Parce que si c'est même dans le périmètre d'une grande région, ça paraît en fait assez compliqué. Donc, c'est un sujet, mais ce n'était pas notre commande et donc on n'a pas pu le traiter. Sur le ZAN est pour nous évidemment un objectif, donc il est dans la loi, on ne va pas le discuter. Simplement, je voulais appeler votre attention sur les développements de la page 17 du rapport qui montre qu'il y a effectivement plusieurs problématiques à l'œuvre. Donc il y a un certain nombre d'objectifs volontaristes qui vont contribuer en fait à la pression immobilière. C'est évidemment l'agriculture, les objectifs de souveraineté alimentaire. C'est aussi l'énergie, les objectifs d'augmenter la part des énergies renouvelables. C'est aussi la réindustrialisation, la nécessité de développer des zones d'activité. Mais à contrario, les études de l'INSEE nous montrent, et notamment les dernières, celles qui ont fait les chiffrages à 2050 et 2070, montrent que là où on était dans les précédentes projections, autour en 2050 de 74 millions d'habitants, en fait, on descend à 69 millions. Ce qui veut donc dire que la croissance démographique oblige, enfin, qu'il y a un ralentissement prévisible. Alors, qui ne va évidemment pas se répartir sur l'ensemble du territoire de la même manière, mais c'est une composante. Et que donc, les composantes les plus fortes sur le besoin futur de logement, c'est le vieillissement de la population, alors que croissance démographique et décohabitation liées à l'augmentation des séparations et à la mise en couple de plus en plus tardive auront sans doute un effet plus modéré. Et donc, ça montre aussi évidemment que les aires d'attraction des villes vont concentrer dans la plupart des régions l'essentiel des besoins futurs. Donc ça, c'est pour montrer, si vous voulez, que ça ne veut pas du tout dire que c'est les communes rurales qui vont être la variable d'ajustement. Non, ça n'a pas de sens. On voit bien qu'il y a des enjeux finalement d'aménagement du territoire, qu'il y a des projets d'intérêt national. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui montrent que la négociation des schémas directeurs est essentielle. Alors sur l'observation qui était faite sur la recommandation numéro 1, pourquoi est-ce qu'on ne l'étend pas à toutes les communes ? En fait, c'est constitutionnellement pas possible parce qu'il faut tenir compte des zones sous tension. Et toutes les communes ne sont pas en zone sous tension. Donc on ne peut pas dire on va généraliser à l'ensemble des communes. Il faut que le critère tension sur les logements vacants puisse s'exprimer. Sur les DMTO, il y a effectivement à réfléchir à l'ensemble des conséquences, à la fois pour la fiscalité locale, pour la fiscalité individuelle,
puisqu'il y a effectivement des enjeux de valorisation ou de dépréciation, donc qui prend en charge cela. Derrière, il y a quand même le débat qui est la question du taux de rendement des propriétés foncières non bâties. Et donc, on a un rendement, en fait, de ces propriétés foncières non bâties qui est faible, qui renvoie à la problématique du statut de fermage. Et donc, c'est un sujet, effectivement, très important qu'il faut appréhender. Donc, il y a un sujet qu'il faut traiter, évidemment, en liaison avec les parties prenantes principales, qui sont les exécuteurs, et aussi l'idée selon laquelle je dirais contribuer à l'écosystème, ça a une rémunération, c'est justifié, et donc il faut pouvoir voir comment ça peut être appréhendé pour les acteurs concernés, mais aussi pour la fiscalité. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui, à mon sens, devra être traité de manière plus générale. Voilà, je ne sais pas si mes collègues, vous voulez ajouter... Peut-être, merci Monsieur le Président, sur le lien avec le rapport réalisé par la Cour sur le financement des collectivités. Effectivement, le sujet de la dimension de la transition écologique avait été intégré, pas le ZAN en particulier, mais la question de la transition écologique. La Cour avait notamment proposé le fait de faire remonter un certain nombre de fiscalités écologiques qui aujourd'hui relèvent des régions au niveau de l'État pour que cette réforme-là puisse avoir lieu indépendamment de sujets de compensation. La Cour n'avait pas été jusqu'à regarder chacune des politiques publiques type le ZAN, et c'est typiquement via ce type de rapport qu'on peut prolonger la réflexion. Il y avait également un autre point commun entre ce rapport et le présent rapport, c'était sur la question des critères de répartition. La Cour a pointé notamment le fait que à la fois les critères actuels de répartition des dotations étaient datés, devenus illisibles, et que dans un mode de financement où les impôts nationaux transférés aux collectivités prenaient une place importante, la question des critères de répartition prenait également une place importante, et que le fait de répartir en compensant à l'euro une dynamique passée pouvait compléter. Donc cette question autour des critères avaient été identifiés. Et donc, pour répondre à une question de quels pourraient être ces critères, ils sont à inventer. Aujourd'hui, le kilomètre de voirie rentre dans les critères de répartition. Si demain, on tenait compte des espaces naturels qui sont entretenus par les villes, si on tenait compte des parcs et jardins, voilà. Donc ça, ce sont des critères inventés. Voilà un peu le point entre les deux. Et puis, pour ce qui est de la différenciation qui a été abordée, le premier sujet de différenciation, ce sera dans la répartition des droits artificialisés. Donc ça relève plutôt de la gouvernance. Et dans ce rapport, la question de la différenciation, on l'a abordé en essayant d'avoir une palette d'outils la plus ouverte, laissée à disponibilité des maires. On envisage d'ailleurs dans le corps du rapport le lancement d'un groupe de travail pour vraiment écouter les maires sur les besoins additionnels, mais encore une fois en laissant la main au maximum aux élus et aux exécutifs locaux sur les impôts dont ils disposent. Très bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci, Messieurs, de votre venue. Merci, Madame la Présidente de la mission conjointe. Bonne fin de journée à tous.